va pas faire le dressing code de Quentin, mais bon, après le t-shirt sur les autoroutes allemandes, là tu nous gratifies d'un beau t-shirt d'une marque de voiture, d'une marque automobile. Tu es bien observateur, Eric. Je porte un t-shirt Peugeot aujourd'hui avec un joli lion. Je le trouvais joli. Ouais, t-shirt blanc avec la liseré rouge, non, très joli, ouais, effectivement. On pourrait faire un podcast spin-off les t-shirts de Quentin. Voilà. Ça vous intéresse. Mais c'est vrai que non, le t-shirt est plutôt sympa. Bon, on va pas mettre de photos dans les articles, on vous dit des fois qu'on peut mettre des photos, mais on va pas mettre t-shirt de photos de Quentin. Mais en tout cas, voilà, ce t-shirt de la marque au Lyon pour ce nouvel épisode de Ça roule Quentin, avec un programme assez chargé, encore une fois, beaucoup d'actualités autour de la mobilité, de l'automobile, la mobilité, et aussi un nouvel acteur qui débarque dans le nautisme. Vous le connaissez sans doute, c'est Uber. Alors après Uber livraison pour la nourriture, après Uber les courses en voiture, Uber débarque sur les bateaux, mais aussi un programme avec forcément le prix du carburant qui a un impact sur vos vacances à venir, et aussi après un test d'une marque mythique, encore une fois, et là ça serait un test dont tu nous avais déjà précédemment parlé. C'est un teasé, ouais. Ouais, c'est le test d'une marque anglaise, c'est ça ? C'est ça, Rolls-Royce. Rolls-Royce électrique. On parle électrique, ouais, on vous en parle à la toute fin de cet épisode. Donc à suivre, vous allez voir, ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Ça roule Quentin, le podcast mobilité et transport en Provence, présenté par Éric Miguet et Jean-Guillaume Bayard, avec Quentin Choquer. Un podcast original La Provence, sponsorisé par notre partenaire Mobiliance. On vous le disait en titre, Uber, voilà, Uber les voitures, Uber les livraisons à domicile, et Uber maintenant en bateau. Voilà, ça arrive, c'est assez nouveau en France, ça existe déjà à Londres, mais là on vient d'apprendre, tu as fait un article retrouvé évidemment toujours sur laprovence.com, que Uber a des velléités de développement dans le nautisme du côté de Marseille, c'est bien ça ? Oui, exactement. Alors tu l'as dit, ça existait déjà à Londres, au Royaume-Uni, où Uber fait circuler des navettes maritimes sur la Tamise depuis 2020, je crois. Et donc ça va arriver à Marseille, mais pas exactement la même chose. C'est ce qu'on a appris cette semaine. En fait, la plateforme de course VTC va se déployer sur le Vieux-Port pour proposer la location de navires de plaisance, en fait. D'accord, oui, c'est pas du service quotidien, voilà, c'est pas... Non, on pourra pas aller du Vieux-Port au Goud en bateau Uber, malheureusement. Ouais. Mais on pourra, pour ceux qui souhaitent se faire une balade sur la Méditerranée ou dans les Calanques, louer un bateau. En fait, c'est un partenariat avec une autre plateforme qui s'appelle Click and Boat, qui est une plateforme française. Donc Uber fait de la mise en relation, tout simplement. On pourra louer un bateau auprès d'un particulier qui en possède un. Quand je dis un bateau, c'est par exemple un voilier, un semi-rigide, un catamaran, des choses comme ça. Donc avec un particulier ou même un skipper. Uber m'a dit qu'il y aura des skippers certifiés opérant dans le cadre de la réglementation maritime locale. Oui, parce que j'ai envie de te demander, voilà, tout le monde ne peut pas prendre un voilier comme ça et aller en mer, dans la rade de Marseille. C'est très joli, mais il faut quand même avoir 2-3 notions de plaisance quand même. Ouais, et puis pour éviter, on a déjà vu des débordements, on a fait plusieurs articles sur le sujet lors des précédents étés. Donc voilà, ça va être un peu encadré en théorie en matière de conduite des bateaux. Bon, en tout cas, c'est une bonne initiative. Voilà, si on a envie de découvrir la mer, la rade de Marseille notamment, l'une des plus belles du monde, évidemment. Voilà, pour se lancer peut-être un peu dans le nautisme ou faire ses premiers pas, je pense. C'est un peu cette idée, quoi. Pas vraiment. Pas vraiment. Ah bah voilà, tu douches mon enthousiasme de manière assez sévère, mais bon, pas de souci. Non, l'idée c'est la communication de Uber m'a un peu expliqué, c'est de proposer des sorties en mer, en famille ou entre amis, à la découverte des alentours de Marseille, et proposer des expériences privées. Voilà. Donc c'est surtout de la plaisance, passer un bon moment entre copains sur les flots, quoi. D'accord, bah écoute, donc c'est le lancement mi-juin, donc tu l'as dit dans ton article, tu nous l'as redit à l'instant. À voir, à suivre en tout cas, comment ça va se goupiller cette affaire. Allez, on quitte la mer, on va sur le rail, avec cette bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour la SNCF, qui est un prestataire comme un autre, qui charge des contrats, et justement, un contrat a été signé avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, la SNCF prend sa revanche sur Transdev, l'opérateur privé qui lui avait chippé la ligne Marseille-Nice l'an dernier. Donc ça a été voté déjà en novembre dernier, mais cette semaine, la SNCF est venue signer à Marseille le contrat qui va lui permettre d'exploiter, de continuer l'exploitation de plusieurs lignes TER de la région à partir de décembre 2029, et pour une durée de 10 ans. Et dans ce lot de lignes, alors il y a plusieurs lignes vers le Var, mais il y a aussi le fameux Marseille-Briançon qui est un peu sous pression par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Oui, donc le SNCF a signé ça, enfin tu l'avais dit, ça avait été annoncé
en cours d'année, mais du coup, oui, ça a été acté et signé en présence du PDG de la SNCF et du président de la région, hein, tout simplement, donc Renaud Muselier pour la région et Jean Castex pour la SNCF. Hein. Jean Castex, oui, qui est venu signer ce contrat en personne. Je l'ai interrogé à l'issue de la cérémonie. Il m'a expliqué un peu les objectifs de ce nouveau contrat. Nous venons avec le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur signer un contrat qui est l'aboutissement d'un long processus dans le cadre qu'on appelle l'ouverture à la concurrence du transport régional de voyageurs. Donc il y a un lot qui est un ensemble de lignes qui seront après donc mises en concurrence, exploitées par la SNCF. Et donc c'est cet acte très important évidemment pour nous, puisque traduit la confiance que nous a accordée la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour continuer à exploiter le service public ferroviaire. Donc c'est un contrat de 10 ans, hein, quelques chiffres, hein, je peux les donner, un contrat de 10 ans pour un montant total de 2,2 milliards d'euros quand même, oui. Hein, c'est une sacrée somme. Et tu l'as dit, hein, les lignes, hein, donc il y a la fameuse Marseille-Briançon, Marseille-Hyères, Marseille-Les Arcs-d'Arguignan, Marseille-Pertuis et aussi Briançon-Romans. Ce sont les 5 lignes hein, qui sont... C'est ça, ouais. Et le montant donc, paraît pharaonique, mais il inclut l'achat notamment de 22 rames électriques neuves qui sont propriété de la région, ouais. Donc elles resteront chez nous ensuite. Il y a aussi 46 millions d'euros pour moderniser des technicentres, voilà, des centres de maintenance ferroviaire à la Blancarde et à Briançon. Donc voilà, tout ça pour améliorer les performances de la SNCF, notamment sur le Marseille-Briançon qui doit être réalisé en 3h40 pour 2030, c'est l'objectif de la région, qui fera circuler, la SNCF fera circuler des trains express qui marqueront peu voire pas d'arrêt entre Marseille et Briançon pour atteindre ce temps de trajet. Et à l'occasion de ce contrat, il y a une nouvelle filiale hein, de la SNCF qui est créée, c'est Sud-Alpes-Méditerranée, hein, c'est ça? Oui, c'est la pratique dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Ils avaient déjà ils avaient déjà employé ce procédé pour des lignes sur la Côte d'Azur, c'est la filiale Sud-Azur. D'accord. Et cette fois Sud-Alpes-Méditerranée, donc c'est toujours la SNCF, mais un peu différemment, me l'a expliqué Jean Castex. Il y a quand même quelques questions qui sont soulevées par les syndicats, que Jean Castex a rencontré d'ailleurs cette semaine à Marseille, sur l'explosion des coûts et la construction des technicentres dont je te parlais, Eric, et puis ils craignent du dumping social, un éclatement du corps cheminot, je cite. Jean Castex a tenté de rassurer leurs inquiétudes. Effectivement, la loi et le choix des autorités organisatrices nous conduisent à exploiter dorénavant ce lot, mais comme les autres, par l'intermédiaire de filiales. Donc il nous faut transférer les personnels dans les filiales en question. C'est toujours un sujet légitime d'inquiétude. On change les modes de gestion habituels et donc je partage ça. Parfois dire oui c'est des filiales donc c'est plus la SNCF. Si, ça reste la SNCF, ça reste la SNCF différemment mais ça reste la SNCF. On a devant nous, en lien avec la région, quelques mois, quelques années pour préparer tout ça, pour accompagner tout ça. Je suis extrêmement attentif au dialogue social. Vous le savez, pour que, évidemment, ce soit à la fois une réussite pour nos voyageurs et ce soit une réussite pour nos salariés. C'est les deux. Ouais, voilà, l'ancien Premier ministre Jean Castex, actuellement PDG de la SNCF, hein, qui a signé un beau contrat avec la région. De Urail, on passe à l'aérien. Avec tous les transports cette semaine. Tous les transports, voilà. Il nous manque après quoi? On a fait trottinette. Voilà. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais bon, on sait que tu as une appétence hein, pour ce sujet, donc prochainement, évidemment, vous pourrez retrouver tous les sujets. Hein, vous savez, ça Raoul Quentin, hein, voilà, on aborde tous les sujets de la mobilité et des transports. Mais là, on reste sur l'aérien avec Volotea et une polémique hein, sur la surtaxe kérosène. J'ai vu passer cet article, explique-nous. Alors c'est une surcharge carburant que Volotea a mis en place mi-avril je crois et qu'elle applique sur certains billets déjà achetés depuis le 16 mars. Ah oui, donc, après l'achat d'un billet, ça coûte plus. Vous achetez votre billet et ensuite quelques temps plus tard avant votre vol vous recevez un mail, vous devez régler tant plus parce que le coût du kérosène a flambé. Pas cool. Pas cool, j'ai interrogé certains passagers, notamment Jamila, une Marseillaise qui a emprunté un vol Marseille-Oran en Algérie. Elle avait déboursé 276 € pour cet aller-retour, c'est quand même une coquette somme, et elle a dû rajouter 14 € par rapport à cette taxe, sinon elle pouvait tout simplement pas imprimer sa carte d'embarquement, et donc... ah oui, on n'est pas sur des montants faramineux, mais bon, au niveau commercial, quoi, c'est pas cool d'avoir une augmentation comme ça soudaine.
Ouais, et puis alors justement ces montants assez faibles pourraient dissuader certains recours de voyageurs qui pourraient se dire bon, pour 14 euros je vais pas intenter un procès à Volotea. Et puis le montant peut varier en fonction du coût du baril de pétrole. Il y a tout un tableau dans les conditions générales de Volotea qui explique au-dessus de 105 dollars, voilà, c'est 14 euros en plus. Et si le cours du pétrole redescend entre 65 et 75 dollars, là il y a aucun frais. Donc voilà, c'est un peu la bourse. Et alors plusieurs voix s'interrogent sur la légalité de la mesure. Mais oui, du coup, est-ce que c'est légal ou pas ? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est le flou. La plateforme le Flightrise qui défend les droits qui permet aux passagers de faire valoir leurs droits, a nous envoyé un communiqué. Donc ils rappellent les détails du dispositif. Ils affirment que Volotea a ajouté cette clause dans ses conditions générales après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Et ils citent un règlement européen sur l'aérien qui établit que le prix définitif du service aérien doit être publié en incluant l'ensemble des taxes, redevances et suppléments inévitables et prévisibles à la date de la réservation. Donc, ouais, c'est pas forcément. Faut bien le comprendre, quoi. Voilà, c'est dans les petites lignes. Et cette semaine, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s'est exprimé justement sur le sujet au micro de nos confrères de France 2 chez Télématin. Je vous propose de l'écouter dès maintenant. La question se pose. Je vais demander au service de la DGAC de travailler sur cette question très rapidement. La répercussion sur le prix du billet d'avion, on peut la comprendre par rapport aux difficultés. Mais après la vente, donc, par rapport à un contrat qui a été passé, écoutez, juridiquement, on est en train de creuser la chose très rapidement parce qu'il y a un flou là-dessus, évidemment. La compagnie dit qu'elle met maintenant, au moment de la vente du billet, un paragraphe qui dit qu'elle peut se permettre de le faire. Aujourd'hui, il faut le vérifier, mais pas au niveau national, c'est au niveau européen. Voilà, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui demandait donc une enquête, qui a saisi la DGAC pour voir voilà, le pourquoi du comment il avait récité ou la possibilité de cette mesure faite par la compagnie aérienne Volotea. Oui, parce que comme il le disait, c'est la seule compagnie pour le moment à avoir cette pratique. Ouais, il n'a peut-être pas envie d'ouvrir les vannes pour les autres, j'imagine aussi. On va rester sur les prix du carburant dans le dossier du jour. Et oui, le carburant, on vous en avait pas parlé dans les 2 derniers épisodes de Ça roule Quentin, mais évidemment, vous le savez, ce prix du carburant qui continue toujours d'effrayer beaucoup d'entre nous à la pompe à essence. Et justement, pour l'instant, ça ne baisse pas, ça pourrait évoluer évidemment, mais en tout cas, ça a déjà un impact pour l'usage au quotidien de la voiture, et aussi ça a un impact pour les projections futures, notamment sur les vacances. Ouais. Et c'est ton dossier du jour, puisque tu t'es renseigné, voilà, tu t'es allé un peu rencontrer les différents automobilistes pour leur demander voilà, comment vous faites, vous, dans cette situation. C'est dans ce dossier du jour. Oui, alors effectivement, j'ai rencontré plusieurs automobilistes. Plusieurs provençaux m'ont affirmé effectivement que le coût du carburant pesait sur leur budget vacances. Certains ont déjà annulé des plans même. Comme Stéphanie, éducatrice spécialisée à Istres, qui m'a raconté disposer d'un van aménagé dans lequel elle aimait bien auparavant se faire des longs week-ends. Elle l'a fait à Pâques, mais avec le gazole à 2,34€ le litre. Elle a décidé de ne plus rouler avec, et pour cet été, elle me disait, on n'a même pas encore réfléchi à nos plans au vu des prix élevés. Pareil pour Céline, fleuriste à Marseille, que j'ai interrogée. Elle avait réservé un week-end dans les Landes, où elle est partie en voiture, mais n'avait pas pris d'assurance annulation. Donc elle a dû y aller sous peine de perdre toute sa réservation. Et elle en a eu pour 300€ de carburant, soit 100€ de plus que prévu. Donc voilà, elle me confiait sur place, au lieu d'aller 3 fois au resto, on n'y allait qu'une fois. On s'est fait un seul plaisir à petit prix quand même. Et pour cet été, elle m'a dit, on va rester dans le coin, on prendra pas le risque d'exploser notre budget carburant à nouveau. Ouais. On en parle un peu de manière légère, voilà, cet impact du carburant, mais toi qui as rencontré les automobilistes, qui leur a posé la question dans cette démarche d'article, tu sens vraiment que ça a un poids, ce qui se passe aujourd'hui en ce moment-là? Oui, ça a un poids déjà sur le quotidien, avec un budget carburant qui explose pour aller travailler, et puis donc ce poids sur les vacances qui est quand même assez fort pour les mois à venir. Il y a des études qui le confirment, notamment une étude IFOP pour l'Alliance France Tourisme qui montre que 19% des habitants de la région vont rester en France pour leurs vacances. Et une autre étude Ipsos pour Europe Assistance qui, elle, confirme la tendance. Elle montre que 68% des Français vont passer au moins une partie de leurs vacances en France à cause des tensions internationales et des contraintes budgétaires qui en découlent. 51% de ceux-ci vont tout faire en
France même. Et la région PACA, je te le donne en mille, Eric, arrive en tête des destinations choisies. 20% des voyageurs français prévoient de s'y rendre cet été. Ouais, donc du coup, il y aura un report et forcément, la région sud, qui est l'une des plus visitées pendant les vacances, va de nouveau recevoir encore plus de touristes, d'un sens bien, mais de l'autre, voilà, ça illustre aussi une autre problématique actuelle, quoi. Ouais, et puis alors le coût du carburant, il s'invite aussi dans les aéroports. On en parlait tout à l'heure avec Volotea. Il y a aussi ces derniers temps plusieurs compagnies qui ont annoncé des annulations en série de vols. Transavia notamment, ça a fait les gros titres. Ils ont annoncé annuler 2% de leur vol, de leur programme de vol en mai et juin. On ne sait pas vraiment si Marseille est concerné. L'aéroport, pour l'instant, n'a pas identifié toutes les lignes touchées, c'est ce qu'il me disait. Mais c'est possible qu'il y ait des vols annulés. Ils desservent Athènes, Marrakech, Le Caire, Tel Aviv, Tunis aussi depuis Marignane. Et donc voilà, Transavia annule des vols à cause du prix du carburant. Et elle propose des solutions pour les passagers touchés. Ryanair, Volotea, Air Transat ont aussi annoncé supprimer des vols, des ajustements. Ils parlent... ça fait quand même peu de vols, mais si la situation s'aggrave, on peut craindre plus d'annulations dans les mois qui viennent. Ouais, une situation évidemment évolutive en fonction du prix dans les stations, un dossier que tu vas continuer à alimenter jusqu'aux prochaines vacances, notamment avec les questions que tu te poses aussi aujourd'hui. Oui, on va suivre la situation. Alors d'après le ministre des Transports, justement, il a fait un point cette semaine avec les compagnies. Il n'y a aucune crainte de pénurie de kérosène à avoir. Donc, bon, ça c'est déjà acté. Ça c'est déjà rassurant. Ils expliquent qu'ils arrivent à s'adapter et voilà, ils disent veiller au respect du droit des usagers et au maintien des liaisons pour assurer, je cite, une continuité territoriale et ne pas quand même gâcher toutes les vacances des Français. Non, évidemment, dossier à suivre. Alors justement, on va parler d'un véhicule, là, vous diriez à première vue, oula, ça c'est une voiture qui consomme beaucoup de carburant, vu sa taille, vu voilà, le passif de ce véhicule. Mais alors justement, petite surprise, elle nous revient en mode électrique et il s'agit d'une Rolls-Royce. Incroyable, une Rolls-Royce électrique que tu as essayée. C'est ça, alors je vais pas dire que c'est la solution au prix du carburant parce que tout le monde ne peut pas se la payer. Oui. On va en parler du prix après. Je donne pas le prix maintenant, d'accord. Non, on ne donne pas. Vous l'aurez après. Mais effectivement, Eric, j'ai essayé la Rolls-Royce Spectre, première voiture électrique du constructeur de voitures de luxe. On a fait ça dans le cadre d'un magazine Luxe Rive Sud qui est sorti fin avril, disponible dans des lieux d'exception, notamment à travers la France. Que je vous invite à découvrir, un très beau magazine de la Provence. Vous pouvez aussi le découvrir en ligne. Aussi, oui. Il y a un site spécifique qui s'appelle rivesud.laprovence.com. D'accord, où on peut retrouver justement cet essai de cette Rolls-Royce Spectre. Ça me fait penser au film de James Bond. Alors je ne sais pas si tu as pris le costume de James Bond, mais en tout cas tu as essayé du côté de Munich. Oui, je suis allé là-bas parce que Rolls-Royce a une base. En fait, Rolls-Royce appartient au groupe BMW qui a, tu le sais, un immense immeuble très atypique d'ailleurs à Munich. Donc on m'a prêté cette voiture. J'ai circulé autour de Munich avec. Et que dire, ça fait du bien de rêver parfois et d'essayer une telle voiture qui n'a pas grand chose à voir avec la production automobile traditionnelle. Donc on a ce design. Parce qu'on peut le dire, tu essayes quand même beaucoup de voitures. Bon, l'automobile c'est ta passion. Là, j'ai le sentiment que c'était un autre monde que tu as visité. Là. C'était, comme je l'ai mis dans mon titre, surnaturel. C'est une voiture qui a déjà, vu de l'extérieur, une prestance. C'est vraiment impressionnant de par ses dimensions. Je crois qu'elle fait quasiment 5 mètres de long. 5 mètres 47, ouais. Donc plus de 5 mètres de long. Presque 3 tonnes. Presque 3 tonnes sur la balance. Et puis voilà, on retrouve des éléments mythiques. Cette calandre presque monolithique et puis cette petite statuette sur le capot, la Spirit of Ecstasy, qui est une figure emblématique de Rolls-Royce et qui se déploie quand on démarre la voiture, on la voit sortir du capot, ça fait toujours son petit effet. Ah oui, effectivement, ça ne marche pas comme ça sur ma 308. Je vois pas de tu peux l'installer, on peut. Ça peut être un système, avec le lion de Peugeot, tu vois, qui est sur mon t-shirt. Et puis alors voilà, la portière s'ouvre de façon antagoniste, donc dans le sens opposé à ce qu'on a l'habitude de voir.
Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et on s'installe à bord. Déjà, on met le pied sur le frein, ce qui fait que la portière se referme automatiquement, c'est magique. D'accord. Dans le montant de porte, on a un petit parapluie qu'on peut déployer s'il fait pas beau. Bon, à Munich, je comprends, ici, peut-être un peu moins. Ouais, alors encore que cet hiver, ça nous aurait été utile à Marseille. Et puis, à l'intérieur, c'est tout simplement irréel. En quelques mots, hein, le luxe, un siège en cuir rose, ciel de toile étoilé. Alors, je suis pas en train de parler d'un menu gastronomique. Hein. Moquette en laine d'agneau. Ouais. Fermeture automatique des portes, tu as dit. Un système audio de 18 haut-parleurs. Oui, ça me paraît fou. Ouais, alors je me suis fait plaisir. Je l'ai bien essayé parce que je m'étais fait une playlist de musique de circonstances. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Il y a le lien dans l'article. Très bien. pour vous y croire aussi. Mais voilà, c'est le luxe absolu dans cette voiture. On a du bois haut de gamme sur le tableau de bord, de la fibre de carbone très travaillée pour créer tout un motif à diamant sur la planche de bord qui est laquée aussi. On a des éléments en chrome, en aluminium. C'est vraiment très raffiné. Et au niveau de la conduite, le terme que j'ai retenu dans ton article, à découvrir encore une fois sur provence.com pour voir notamment les photos, c'est ce terme de tapis volant. Ouais. On n'a pas l'impression que la voiture fait quasiment 3 tonnes en fait en la conduisant. On dirait qu'on conduit une voiture classique. Elle paraît très légère dans son maniement. Alors j'ai l'habitude de conduire plein de voitures différentes, mais c'est presque facile à conduire même honnêtement. C'est pas une voiture très compliquée à manœuvrer, à part pour certaines manœuvres quand même. Oui, un créneau entre deux voitures serrées, on évite. Voilà. Et même dans certains petits villages autour de Munich. Je pense que si on a une Rolls, on fait pas de créneau dans la vie. Je ne pense pas. Voilà. Ouais, déjà, je pense qu'on se la fait garer. Oui, voilà. par une tierce personne. Mais en tout cas, sensation de tapis volant. Ouais, alors parce que l'amorti, ça roule. C'est ça, en fait, ça gomme toutes les aspérités de la route. Alors, je ne vais pas citer la passerelle à 557 cette fois-ci. Mais en fait, un nid de poule par exemple, on le sent à peine, on a l'impression de rouler sur une plaque d'égout. Ah oui. C'est vraiment un autre niveau de confort que je n'avais jamais constaté dans aucune autre voiture. Et puis on a aussi, alors c'est électrique oblige, on a un système de freinage régénératif, tu sais, quand on lève le pied, la voiture ralentit pour récupérer un peu d'autonomie. Et généralement sur les modèles plus traditionnels, il y a toujours un petit à-coup quand on arrive à l'arrêt, par exemple à un feu rouge. Ici, il n'y a pas d'à-coup, c'est magique. La voiture s'arrête avec une fluidité exceptionnelle et Rolls-Royce appelle ça le champagne stop. Le champagne stop. Le cahier des charges, c'était que les passagers installés à l'arrière ne renversent pas de champagne, par exemple. Ah bah oui, c'est embêtant, oui. Non, ça arrive souvent, effectivement, quand on boit des champagnes en tant que passager. Effectivement, ils ont bien fait de se pencher sur cette problématique. Et c'est une véhicule électrique, tu le rappelles. C'est quand même assez étonnant de voir une Rolls-Royce électrique. Non. Moi, je trouve que, au contraire, c'est plutôt cohérent parce que, alors, avant, c'était, je crois, plutôt des moteurs V12 sous le capot des Rolls-Royce. Ouais. Et on les entendait pas, en fait. C'est pas des moteurs qui faisaient beaucoup de bruit. Ça ronronne. Ouais, à peine, franchement. Le but, c'était d'avoir le calme absolu à l'intérieur et d'avoir un silence de cathédrale. Et c'est ce qu'on obtient enfin dans cette Spectre. Quand on ferme les portières et les vitres, on n'entend vraiment rien de l'extérieur. Donc là-dessus, le pari est réussi. On peut quand même mettre un petit bruit de moteur artificiel si on a envie d'avoir un peu plus de feeling sur la route. Mais comment la marque Rolls-Royce explique ce développement de l'électrique, parce que moi je m'y attendais pas trop. Ça fait partie d'une stratégie plus globale ou de changement de pied, on va dire, de la marque. Ils ont voulu un temps vraiment développer l'électrique, mais tout récemment, ils ont décidé de revoir un peu leurs ambitions à la baisse. Ils avaient un objectif de passer au tout électrique d'ici à 2030, mais finalement, le PDG de Rolls-Royce, dans un entretien, a affirmé qu'ils allaient conserver des moteurs V12 en fait. Donc, ils vont rester dans le thermique, mais ils vont faire quoi, les deux un peu en parallèle? Ouais, la Spectre va rester au catalogue, mais elle va pas remplacer les modèles thermiques de Rolls-Royce. Il y a des clients qui, j'imagine, ils sont toujours attachés à cette mécanique d'exception, quoi. Ouais, effectivement. En tout cas, ça montre que l'électrique peut passer en très haut luxe, dans le luxe total, quoi, avec cette Spectre. C'est assez inédit, franchement. Il y a peu de voitures de cet acabit qui sont électriques.
Ou sinon, c'est des voitures de sport, mais. Oui. C'est un autre délire, j'ai envie de dire, dans un sens. Ouais, c'est pas franchement la même chose. Et là, donc, c'est un luxe qui a un prix. Voilà, t'avais failli l'évoquer au début. Je te dis, attends, gardons le meilleur pour la fin. Le prix, on est tout simplement sur une fourchette de... Alors, le modèle de base de la Spectre, qui est déjà, je pense, assez exceptionnel, coûte 429 000 €. Ok. Donc voilà, ça va, ça passe. Et moi, la version que j'ai eue, qui est une version qui s'appelle Black Badge, avec deux moteurs électriques un peu plus puissants, 659 chevaux, atteint 470 000 €. Donc, Et je crois qu'on n'a pas parlé de l'autonomie, tout bêtement. Ah oui, c'est intéressant quand même pour une voiture électrique. Ah oui. L'autonomie, alors elle est annoncée pour 530 km. D'accord. Dans la réalité, comme souvent, c'est toujours un peu moins. Moi, selon mes calculs, c'est plutôt dans les 400. Et mes constatations est plutôt dans les 400. Alors, il faut dire que autoroute allemande oblige, j'ai essayé la vitesse de pointe de cette Rolls-Royce. Ouais. Et donc, sur une portion qui n'est pas limitée, hein, c'est tout à fait légal en Allemagne, j'ai atteint 240 km/h. Tu es allé à 240 km/h. Je suis allé à 240 km/h, ouais, d'où mon t-shirt Autobahn la dernière fois. Voilà, oui, j'ai testé les... et alors, je vous le raconte dans l'essai écrit, mais en écoutant Planisphère, une épopée, un morceau épique électronique de Justice, d'accord, le duo français, c'était très cinématographique. 240 km/h. Mais alors, bon, évidemment, on vous invite pas du tout à rouler à cette vitesse, c'est complètement interdit en France sur Autobahn. Oui, on peut. Et encore qu'il faut le faire en bon père de famille, hein, c'est pas un circuit, donc. Faut bien visualiser sur la portion d'autoroute, qu'il n'y ait pas d'autres véhicules et autres. C'est ça. Et puis voilà, faut être conscient des véhicules qui nous entourent et être prêt à freiner si c'est nécessaire. Et 240 km/h dans une Spectre Rolls-Royce, on a le sentiment de rouler à cette vitesse ou... Pas du tout. On a c'est ça l'impression d'être à 130 dans une voiture banale, en fait. On ressent pas la vitesse. On a tout juste un faux bruit d'air dans les haut-parleurs qui nous rappelle qu'on va très vite. Ouais. Mais non, on sent pas du tout la vitesse. Bon, effectivement, voilà l'illustration du luxe ultime. Peut-être que sur les prochains essais automobiles, on ne sera pas dans ce type de modèle. Bon, à voir. Non, je sais déjà, alors je vais pas vous le dire, mais je sais déjà l'essai qu'on fera dans le prochain épisode. Ce sera une voiture bien plus accessible, rassurez-vous. Bon, écoute, c'est noté, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Quentin. Merci à toi, Eric, merci à vous de nous écouter. À très vite. À très vite.